Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous vidéo et long format, un entretien que vous propose Mediapart, aujourd'hui en compagnie de Didier Héribon. Bonjour. Bonjour. Comment s'affranchir des phénomènes de domination? C'est un peu la grande question, dans tous les sens du terme, à la fois vaste et nécessaire, que pose Didier Héribon. Donc vous êtes à la fois philosophe et sociologue dans tout votre travail, mais particulièrement dans ce dernier livre, Principe d'une pensée critique. C'est publié chez Fayard et c'est en fait la réunion et le retravail de 6 essais à partir de 6 conférences données ces 10 dernières années. En gros, c'est aussi un travail qui fait suite à Retour à Reims et la société comme verdict. Principe d'une pensée critique. Didier Héribon, la pensée critique, c'est un vocabulaire qui est quasiment une tautologie, parce qu'on pourrait dire qu'une pensée qui ne serait pas critique, ce serait une pensée unique, et donc ce ne serait pas une pensée. Qu'est-ce que vous entendez par là? D'abord, il y a des pensées qui ne se présentent pas comme critiques, puisqu'elles se satisfont parfaitement de l'ordre social tel qu'il est. Mais je dirais aussi que principe d'une pensée critique, c'est une manière pour moi de dire que pour qu'une pensée soit critique, il faut qu'elle s'adosse à un certain nombre de principes, dont ceux que j'essaie d'élaborer et de présenter dans ce livre. Il y a beaucoup de pensées qui se présentent comme critiques et qui, à mes yeux, à mon sens, ne le sont pas, puisque elles s'adossent à comment dire, ce que j'appelle des transcendances ou des quasi-transcendantaux, comme la pensée psychanalytique, ou ceux qui se réclament de la pensée psychanalytique, et ils sont nombreux dans le champ intellectuel français et international, notamment la pensée lacanienne. L'idée d'ordre symbolique, par exemple, est un quasi-transcendantal qu'on ne peut pas transformer. Donc ça, une pensée qui s'adosse, qui se réfère à des principes transcendantaux de ce genre, n'est pas une pensée critique à mes yeux, puisqu'il y a des choses qu'on ne peut pas changer. D'autre part, une pensée critique ne peut pas s'affranchir, par exemple, de l'analyse des déterminismes. Une pensée critique, c'est forcément une pensée déterministe, c'est-à-dire qui se donne pour projet d'étudier, d'analyser, de comprendre les déterminations, les déterminismes qui pèsent sur chacun de nous, ce que j'ai appelé dans mon livre précédent les verdicts sociaux, les verdicts historiques, qui s'emparent de nous et font de nous ce que nous sommes. Une pensée qui renonce au principe du déterminisme, ou même qui combat toute idée déterministe, n'est pas une pensée critique. Et pour moi, la pensée critique articule ces deux grands principes, le déterminisme et l'immanence, c'est-à-dire le déterminisme, c'est l'analyse des déterminations par lesquelles s'exercent les modes de domination, d'assujettissement, et l'immanence, c'est-à-dire le refus des transcendances et des transcendantaux, qui signifie que les déterminismes ne sont pas naturels, ne sont pas une structure symbolique non plus, et donc peuvent être défaits par l'analyse, par l'action politique, et donc il y a une possibilité de transformation sociale. Donc le déterminisme et l'immanence, ce sont, à mes yeux, les deux grands principes et les deux conditions. Je crois que, si je me souviens bien, la préface du livre s'appelle « À quelles conditions une pensée peut-elle être critique ?» La condition pour qu'une pensée soit critique, c'est qu'elle s'adosse au principe du déterminisme et au principe de l'immanence. Mais dit autrement, pour vous, est-ce qu'aujourd'hui on manque de pensée critique, d'une pensée qui veut subvertir tous les ordres sociaux? Oui, bien sûr, parce que il y a des pensées qui se présentent, des penseurs qui se présentent comme des penseurs radicaux, mais qui passent leur temps à dire la vraie radicalité doit se trouver du côté des luttes économiques, balayant d'un seul coup comme compatible avec le néolibéralisme toutes les autres luttes, le féminisme, le mouvement gay, les mouvements autour des questions des racisés, de la race, disons. Donc, si tout ça est exclu du champ de la politique, si ça n'entre pas dans les principes de pensée qu'un certain nombre d'auteurs définissent, il me semble que c'est le contraire d'une pensée critique, puisque ça évacue du champ de la politique des mouvements, des aspirations, et des luttes contre des modes de domination, et donc les modes de domination eux-mêmes, qui sont pourtant très importants et qui doivent être pris en compte. On ne peut pas dire « ça, c'est pas la vraie politique, ça, c'est pas la vraie radicalité ».
je veux bien croire, par exemple, que la lutte pour le droit à l'avortement soit compatible avec le néolibéralisme. Malgré tout, la lutte pour le droit à l'avortement est une lutte très importante et on ne peut pas l'évacuer comme ça, comme n'entrant pas dans le champ de la politique. À gauche, il n'y a pas non plus énormément de penseurs qui disent que toutes les autres luttes qui ne seraient pas purement économiques n'ont aucun sens. Aujourd'hui, le terme à la mode, c'est convergence des luttes. Convergence des luttes, qui débouche très souvent sur une notion qui me semble une notion particulièrement réactionnaire. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'elle est partagée de l'extrême droite catholique jusqu'à des gens qui se présentent comme d'extrême gauche et de gauche radicale, qui est la notion de commun. Si vous pensez en termes de commun, le commun, c'est forcément une définition excluante, parce que qui définit le commun, qui va dire ce que des gens ont en commun, et il me semble que, d'ailleurs dans les gens qui intitulent leur livre commun ou qui se réfèrent à la notion de commun, vous voyez toujours que sont dénoncés, la référence est très souvent la psychanalyse, et notamment les formes les plus rétrogrades de la psychanalyse, sont dénoncées dans ces ouvrages. Le fait que les gens veulent des droits, veulent s'inventer eux-mêmes. Or, je suis frappé par le fait qu'une certaine gauche, aujourd'hui, sous le vocable de commun, a fait de l'héritage de mai 68 son ennemi principal. L'héritage de mai 68, c'est la multiplicité des luttes, l'apparition de luttes qui politisent des champs, des dimensions, des domaines du champ social qui n'étaient pas politisés, des luttes qui viennent politiser ces dimensions et ces registres du champ social. Le mouvement gay, le mouvement féministe, le mouvement écologiste. Si vous renvoyez tout ça à l'idée que c'est le marché, où chacun, on voit bien le néolibéralisme, produit des subjectivités, où chacun veut s'inventer lui-même, dire ça, c'est condamner l'héritage de mai 68. Et moi, je m'inscris dans cette filiation, qui est la filiation, par exemple, de Foucault, qui est aujourd'hui, par certains qui se disent de gauche, dénoncé comme irrationaliste, ou alors approprié dans une idée du commun qui aurait fait horreur à Foucault, évidemment, puisque toute la pensée de Foucault, c'est de faire éclater la temporalité politique. Il n'y a pas un temps politique homogène, et s'il n'y a pas un temps politique homogène, il n'y a pas de commun. Il y a des temporalités. Chaque mouvement a sa temporalité. Là, il faut vous préciser, je ne vous suis pas tout à fait, parce que bon, que l'extrême droite puisse prendre des termes de la gauche, enfin, on voit bien que ce n'est pas que dans le domaine du commun que ça se pose. Je dirais peut-être plutôt c'est l'extrême gauche qui prend les termes de la droite, en l'occurrence. Alors aujourd'hui, par exemple, si je prends ce qui se passe en Espagne, c'est au nom, alors qu'est-ce que vous entendez par commun? Parce que c'est au nom des biens communs, de la défense des biens communs, au fond d'un communisme qui soit débarrassé peut-être de sa gangue historique, que se font parmi les choses les plus inventives et qui ne sont pas du tout exclusives, au contraire, d'autres formes d'identité. Si vous prenez certaines communautés fondées en partie sur le commun, autogérées aujourd'hui dans ce qu'est l'Espagne, vous allez trouver des gens qui viennent des mouvements gays, des mouvements féministes, des mouvements de racisés. Donc je ne comprends pas tout à fait il faut s'interroger sur les catégories de la politique. Ça, il me semble que c'est très important. J'ai passé 2 mois, 3 mois en Espagne l'année dernière, parce que j'étais invité comme professeur invité à l'université de Valence. Et j'ai fait une conférence au département de philosophie, justement sur les catégories de la politique, qui était une critique, discussion critique de la pensée de Ernesto Laclau et Chantal Mouffe, bien sûr, pour qui j'ai beaucoup de respect, mais avec lesquels je suis en désaccord j'ai des désaccords très profonds, notamment sur l'idée de peuple. Parce que si vous... il va de soi que si j'étais en Espagne, je soutiendrais Podemos, je voterais pour eux, je participerais à leurs manifestations. Tout ça, ça va sans dire. Mais on peut participer à un mouvement, soutenir un mouvement et critiquer les catégories d'analyse qu'il met en avant, les principes sur lesquels il s'appuie. Or, quand vous entendez quelqu'un comme Pablo Iglesias ou Íñigo Errejón, qui, se référant à Laclau et Mouffe, parle du peuple, la patria contre la casta, el pueblo contre la oligarquía, etc., sont des catégories très 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 problématiques parce que si vous dites qu'il faut réunir des gens de droite et de gauche qui sont victimes de la crise économique pour faire un grand mouvement qui va déboucher électoralement sur une victoire des partis qui contestent, qui luttent contre cette violence économique produite par le néolibéralisme. Si vous voulez, bien sûr, pour passer de 5% à 35%, comme ça a été le cas de Syriza en Grèce, il faut bien attirer des électeurs qui ne votaient pas pour vous. Donc je comprends bien ça. Simplement, si vous dites c'est le peuple
peu importe que ce soit des gens de gauche ou de droite, vous pensez que vous créez un peuple, or c'est une pure mythologie, parce que très vite, quand il va s'agir des droits des femmes, des droits des couples de même sexe, de l'accueil des migrants, cette idée d'un peuple et d'un commun du peuple va vite exploser, parce que les gens de droite ne voudront pas ça, retourneront à droite. Et donc, c'est pas forcément, parce qu'en même temps, vous ne pouvez pas dire non plus qu'on est de droite ou de gauche de manière complètement stable et que les identités, elles se travaillent. Non, je sais, et si on prend l'exemple des immigrés, moi si on prend l'exemple de ce qui se passe à Barcelone, donc vous connaissez bien, on a quelqu'un qui est à la fois finalement dans une stratégie de se dire, bah oui, il faut, avec les marées, avec une logique un peu Podemos, au moins faire un peuple électoral pour le moment, qui sera peut-être un peu plus que ça, et puis en même temps, ça n'empêche pas d'avoir un accueil pour les réfugiés, pour les minorités. Enfin, Oui, mais j'ai une très très grande admiration pour Ada Colau, la maire de Barcelone, une très grande admiration pour Manuela Carmena, la maire de Madrid, bien sûr. Ce sont des figures que j'admire pour les combats qu'elles ont menés et pour ce qu'elles font aujourd'hui. Malgré tout, elles sont très 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 prudentes sur les catégories qu'elles emploient. Et vous savez qu'aujourd'hui, il y a de grandes dissensions internes au sein de Podemos parce que précisément, des femmes ne se reconnaissent pas dans le côté masculin de Podemos. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais je sais que ce qui est vrai, c'est qu'il y a ces dissensions et ces luttes assez à l'intérieur même de ce mouvement. Alors, dès que vous avez un mouvement qui dit « nous sommes le peuple, nous allons construire Pueblo », comme dit le livre de dialogue entre Mouffe et Rerón, construire Pueblo, construire le peuple, je pense que pour ce qui me concerne, je trouve très très bien qu'il y ait des mobilisations contre la violence économique, contre le fait que les gens soient chassés de leur logement. Je me méfie de la notion de peuple, qui va toujours avec une notion forcément de souveraineté nationale, qui me semble une régression très grave par rapport, là aussi, à l'héritage de la pensée de gauche et de la pensée critique, qui nous avait plutôt incité à penser en termes d'internationalisme, de mouvements sociaux qui dépassaient les frontières. Et quand j'entends Pablo Iglesias, pour qui, encore une fois, si j'étais en Espagne, je voterais pour lui, mais quand je l'entends faire ces grands discours, exalter la patrie qui a résisté à l'invasion des troupes napoléoniennes, on se dit non, je me fiche, enfin, je suis très content qu'il y ait une histoire mythologique, une histoire même réelle de l'Espagne et de sa résistance, mais l'idée de peuple qui se recoupe avec l'idée de patrie, et nous avons beaucoup ça en France, l'idée de restaurer l'idée de souveraineté nationale. Je comprends très bien dans quel contexte ça apparaît. Je comprends très bien dans un contexte où les classes populaires ont été laminées, où on risque le pire. C'est-à-dire que si cette lamination économique des classes populaires aboutit à l'élection de quelqu'un d'extrême droite, ce sera bien pire. Oui, le problème c'est que... Pour les minorités. Le problème c'est que je me demande si ce n'est pas ça qui pousse les classes populaires vers l'extrême droite. Enfin, dans Retour à Reims, il y a 2 chapitres justement où je raconte comment ma famille, quand j'étais enfant, ma famille votait pour le Parti communiste. Non seulement votait pour le Parti communiste, mais comment dire, la culture communiste était le langage quotidien dans ma famille. Et comment, pour ma famille aujourd'hui, en tout cas la génération d'après, il est aussi évident de voter pour le Front National que ça l'était pour mes parents, ou la génération de mes parents, de voter pour le Parti communiste. Donc je pose cette question, qu'est-ce qui s'est passé? Comment la pensée de gauche a été détruite par des cénacles intellectuels Alors ça vous dit des cénacles bien organisés, bien financés. Bien financés, oui, la Fondation Saint-Simon. La Fondation Saint-Simon, bien sûr. C'était explicite, Furer, Rosan-Vallon, etc. Parce que il faut donner des noms, parce que sinon ça semble un peu Furer, Rosan-Vallon et Jacques Julliard, etc. Moi, je ne vais pas donner les autres noms parce que je ne veux pas faire de polémique ici à Mediapart, mais la Fondation Saint-Simon a été le Nouvel Observateur, Libération, Le Monde, des grands patrons, Minck, Fauroux, etc., qui ont organisé une démolition de la pensée de gauche, dont l'un des vecteurs et l'un des effets a été ce qui se passait au Parti socialiste. Ce qui se passe aujourd'hui dans la gauche française
si tant est Oui, qu'on mais puisse encore précisément parler ceux de qui gauche. essayent aujourd'hui de penser une gauche du peuple ça. sont ceux qui reviennent sur cet héritage, Sur et cet dont certains héritage. appartenaient eux-mêmes à la Fondation Saint-Simon. Oui, mais Et se disent, bah oui, là on a accompagné au fond des politiques. Avoir installé des politiques, puis dire, oh là qui- là, qu'avons-nous fait parce que c'est les mêmes qui ont combattu ceux qui, par exemple, en 1995, soutenaient, accompagnaient le mouvement social de 95. Comment dire, les mêmes qui ont insulté Pierre Bourdieu, moi et d'autres, parce que nous soutenions le mouvement, viennent dire aujourd'hui, là, c'est horrible ce qui se passe. Or, ce qui se passe, c'est ce qu'ils ont installé, les gens qui dénonçaient Bourdieu, qui viennent aujourd'hui dire c'est horrible. Ils ne disent pas ce que nous avons fait, ils disent c'est horrible ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est l'effet de ce qu'ils ont installé. On ne va pas refaire toute l'histoire de la Fondation Saint-Simon, mais moi, ce que je voudrais savoir, c'est que c'est qui est importante, parce que vu son état, mais je ne comprends pas justement où vous vous situez aujourd'hui, parce que vous êtes à la fois donc critique de ceux qui ont accompagné au fond la conversion de la gauche au néolibéralisme, et en même temps, vous êtes très critique de ceux qui, disons, la figure emblématique de Mélenchon, qui veulent construire un peuple, qui veulent un peu, qui disent que voilà, la catégorie de gauche n'est plus valable, n'est plus totalement pertinente, qu'il faut inventer autre chose. Donc, vous êtes où, vous ? Parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, c'est les deux, phases. Une pensée critique est une pensée qui a bien du mal à se situer à un point ou à un autre, dans un pôle ou à un autre, puisque c'est précisément une pensée qui se donne pour tâche de critiquer à peu près tout. Et donc, je suis plutôt du côté de ceux qui disent qu'il faut construire un peuple pour lutter contre le néolibéralisme, plutôt que de ceux qui ont installé cette démolition de la pensée de gauche, abandon des classes populaires, cette espèce d'énarchie généralisée. Dans un de mes livres qui s'appelait de 2007, où j'annonçais tout ça, comment je cite une phrase d'une conversation avec Pierre Bourdieu, où Pierre Bourdieu m'avait dit ce pur produit de l'ENA, qu'est François Hollande devenant secrétaire général du Parti socialiste, secrétaire national, je ne sais plus le titre, c'est la certitude du Front National à 20% dans 10 ans. Bon, ce pur produit de l'ENA devenu président de la République, c'est non seulement la certitude, mais la réalité du Front National à près de 40%. Et donc, je suis plutôt du côté de ceux qui essaient de résister à ça, évidemment. Je suis allé à Nuit debout, j'ai participé, j'étais devant l'Odéon pour soutenir les intermittents. J'étais au 1er mai dans la manifestation dans les nuages de gaz lacrymogène. Je n'ai aucun problème pour participer à des mouvements dans lesquels je ne me reconnais pas totalement nécessairement. On n'a pas besoin de se reconnaître dans tout ce que dit un mouvement pour y participer. Mais je me donne le droit, puisque j'y participe, que je ne suis pas extérieur. Tout ce que je fais depuis 20 ans montre que je ne suis pas extérieur à cette critique politique radicale qui peut être une position de gauche et qui devrait être une position de gauche. Je peux critiquer aussi les discours des gens qui parlent de souveraineté nationale. Alors je comprends bien. Bien sûr, non, mais c'est une question que vous posez vous-même dans le principe d'une pensée critique. Comment est-ce qu'on fait pour à la fois se permettre de penser en termes de race, de genre, de sexualité, voire de religion, d'ethnicité, sans perdre la dimension sociale. Bien sûr. Et moi, c'est là où je ne vois pas complètement en quoi ce qu'on peut caricaturer sur le côté gauche sociétale, gauche sociale, serait incompatible. Non, mais justement, certains disent que c'est incompatible. Certains disent que toutes ces luttes, finalement, ont servi à stigmatiser les classes populaires et que pour revenir à un intérêt pour les classes populaires, il faut mettre de côté toutes ces luttes. Or, si le commun... C'est un peu nombreux. Enfin, voilà, c'est... Si le commun, c'est... moi, j'ai remarqué que quand on parlait de commun, ça m'excluait toujours, en tant qu'ayant participé, disons, aux luttes du mouvement et à la pensée du mouvement LGBT, etc. Le commun, c'est toujours sans moi. Et donc, le commun sans moi, pour moi, ce n'est pas le commun, ou en tout cas, c'est un commun qui ne m'intéresse pas. Et moi, je ne vois pas ça, mais... Je sais que vous lisez beaucoup, je sais que vous savez très bien qu'on voit ça, et vous voulez Non, mais peut-être que ce qu'il faudrait, et là on peut peut-être faire un détour par les États-Unis que vous connaissez bien, c'est que pour ça, il faut une vraie pensée de l'intersectionnalité, et pas simplement soit en gros quelque chose un peu d'affadi sur le mode des identités multiples, soit un peu le wishful thinking de la convergence des luttes. Mais voilà. Vous avez remarqué que je cite à plusieurs reprises Kimberlé Crenshaw, la grande juriste américaine, qui a défini cette notion d'intersectionnalité, qui est une notion très, très, très
opératoire, productive, etc., mais qui pose autant de problèmes qu'elle n'apporte d'instruments de pensée. Encore une fois, cet article de Kimberlé Crenshaw, je l'enseigne à mes étudiants. Le sujet d'examen que j'aurais donné en master, c'était même le commentaire de l'article de Kimberlé Crenshaw. Je connais très bien son travail, je le commente, je le discute. Mais l'intersection, c'est précisément de ne rien oublier. C'est pas de dire il y a une intersection, c'est de dire que les mouvements oublient des gens. Et par exemple, l'exemple qu'elle prend, c'est elle ne dit pas qu'il ne faut pas penser en termes d'identité. Elle dit qu'il faut prendre comme point de départ les identités les plus précarisées, infériorisées, stigmatisées. La femme qui subissent plusieurs formes d'infériorisation, dans son exemple, noire et femme, et voire lesbienne. Femme, noire, dans son article Cartographie des marges, la femme noire, précaire, chômeuse ou femme de ménage, etc. C'est cette identité-là qu'il faut prendre comme point de départ pour penser la politique et interroger les mouvements, le mouvement féministe qui s'intéresse à elle en tant que femme, mais pas en tant que noire, ou le mouvement antiraciste qui s'intéresse à elle en tant que noire, mais pas en tant que femme. Qu'est-ce que c'est que cette identité particulièrement stigmatisée, qui est justement à la croisée d'une condition économique, femme précaire pour la situation économique, femme noire, qui va souvent, justement d'ailleurs, avec la question de la race, va avec la question de la précarité aux États-Unis beaucoup, et femme. Donc essayer de penser tout ça en même temps, c'est très 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 difficile. Et il est évident qu'un mouvement, même s'il a en tête toutes ces questions, ne peut pas tout traiter. Quand on dit convergence des luttes, je suis pour la convergence des luttes. Je sais que c'est un mot, c'est un slogan, et les slogans sont mobilisateurs, c'est très bien. Je n'ai rien contre les slogans. Je trouve ça très bien qu'un slogan mobilise des gens autour d'une idée. Simplement, il faut voir que c'est une idée qui n'a pas beaucoup de sens, sauf en des moments. Mais 68, on pouvait dire que c'était une convergence des luttes. Mais on voit très très bien comment cette convergence est temporaire, fragile, et après ce moment d'effervescence, chaque mouvement repart dans ses propres problèmes, ses propres revendications, ses propres affirmations. Et d'où l'idée, je cite une phrase de Foucault, il dit la pensée la philosophie politique doit être hantée par un hegelianisme omniprésent qui fait qu'on imagine un grand flux historique où tout le monde est pris. Et je pense que dans cette idée de convergence ou de commun, il y a cette idée hegelienne du flux historique. Et je pense que l'héritage de mai 68 et de la prolifération des luttes à laquelle nous avons assisté à ce moment-là et après, l'héritage de mai 68, c'est précisément la fragmentation du temps politique, de la temporalité. Le mouvement féministe et le mouvement ouvrier peuvent se croiser, peuvent avoir mais le croisement peut être des tensions, des antagonismes très très forts aussi, ce n'est pas nécessairement une convergence. Et donc moi si vous me permettez, je sais que cette phrase va faire hurler, mais je suis pour la divergence des luttes, je suis pour la prolifération des luttes, je suis pour l'affirmation des différences. Et quand on dit le commun, c'est qu'on s'installe dans un point de vue qui décide de ce qu'est le commun. Ce qui exclut un des textes de ce volume qui s'appelle La voix absente, où je commente l'idée de Bourdieu. Très belle idée, des états généraux du mouvement social. On devrait, états généraux européens du mouvement social. Je suis tout à fait pour ça. Je pose la question simplement, une question qu'il pose d'ailleurs à propos des états généraux du mouvement étudiant en mai 68, qui n'est pas là. Et sur le mouvement étudiant, il dit, quand les étudiants se réunissent pour discuter des problèmes de l'université, il faut bien voir que ceux qui seraient les plus intéressés et les plus concernés par une réunion sur les problèmes de l'université ne sont pas là, puisque ce sont ceux qui ont été exclus de l'université et qui, par définition, ne peuvent pas participer à cette réunion. Par conséquent, je généralise la question, c'est qui n'est pas là dans les états généraux, jusqu'à quel point ils sont généraux, et s'ils ne le sont pas, comment les généraliser, jusqu'à quel point ils sont généralisables. Or, il y a toujours des voix absentes. Et si on définit un commun, la voix absente, on risque de l'exclure en disant « Attention, vous venez fragmenter la lutte, vous venez faire diversion. » Vous savez, si je vous dis ça, c'est que j'ai tellement entendu ça
Non, moi, je ne vais pas. Non, mais bon, je vais pas donner alors, de non, nom, mais du coup, moi, je rebondis sur cette idée de voix absente, hein, qui est importante, Oui. et vous prenez d'autres exemples, notamment, hein, comme dans tout ce livre, des exemples littéraires. Vous prenez l'exemple de Violette Leduc, qui pensait, dans La Bâtarde, comment ce que serait un mouvement des bâtards. Oui. Donc, qui n'a jamais eu lieu, mais en même temps, on a vu aussi émerger des mouvements, enfin, des luttes, en tout cas, que ce soit la lutte LGBT, la lutte des transgenres, des intersexes, dont vous dites vous-même, des intersexes, qui étaient impensables. Oui. Donc, à des moments, elles étaient impensables, et puis elles sont devenues réelles. Mais donc la prolifération des luttes, elle est là. Est-ce qu'on ne peut pas penser, et la prolifération, enfin elle est là, elle est sûrement fragile, hein, elle reste fragile évidemment, hein, les corps sont politiques comme vous le dites, et la politique des corps ne va pas de soi. Mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer ça, et en même temps, parce que vous dites aussi, vous êtes confronté vous-même à cette difficulté. Comment on fait je ne les cache pas. Par rapport à ce que vous appelez les sérialités, c'est-à-dire des gens qui ont des conditions communes ou au moins des définitions qu'on leur envoie de manière commune. Sauf qu'avant, il y avait une condition de l'ouvrier dans une même usine qui permettait de faire groupe de manière peut-être plus simple que quand là on est face à des précaires. C'est-à-dire que c'est pas pareil de réunir le prolétariat bien identifié d'ouvriers et le précariat ou les chômeurs atomisés. Bien sûr. Donc ça se pose quand même la question de faire groupe, faire mouvement, faire masse. Oui, un mouvement des précaires par définition est quasiment impensable puisqu'il n'y a pas de lieu où ils peuvent se rencontrer. Donc il faut des associations. Il faut le texte de Violette Leduc. J'étais frappé. Il y avait un colloque à New York, à l'Université Columbia, sur le féminisme français, sur des auteurs Beauvoir, Wittig, Leduc, Wittig. Et je me suis mis à relire des textes de Violette Leduc. Et dans son autobiographie qui s'appelle La Bâtarde, elle dit à quel point elle a souffert d'avoir été une bâtarde, toute sa vie a été marquée par ça. Et à un moment, elle dit « Mais pourquoi les bâtards ne s'entraident-ils pas ? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des agences matrimoniales de bâtards, pour bâtards, des boulangeries pour bâtards? Pourquoi est-ce qu'ils se fuient les uns les autres? Or, on voit bien des gens qui partagent une même condition sont isolés, c'est ce que Sartre appelle la sérialité, c'est la même condition, mais chacun la vit séparément, isolément des autres. Mais la question qu'elle pose, c'est est-ce qu'il pourrait y avoir un mouvement des bâtards, où d'un seul coup, des gens qui partagent une même condition et pourraient se réunir pour affirmer ce qu'ils sont, affirmer leurs droits, c'est une sorte de bastard pride, si vous voulez, ce qui débouche tout de suite sur des bastard studies, puisqu'il faut retrouver l'histoire des bâtards, qui en a parlé dans la littérature, quel a été le droit, etc., dans différents pays. Donc, aussitôt qu'un mouvement apparaît, il y a toute une nébuleuse de discours qui s'articule à ce mouvement. Et donc, si quelqu'un vient dire « attention, vous divisez la lutte parce que c'est des luttes très minoritaires qui ne concernent que des... et il faut revenir à l'instance économique, à la violence économique », vous excluez des gens qui souffrent d'un mode de domination qui s'exerce sur eux particulièrement douloureux. Alors évidemment, il n'y a pas eu de mouvement des bâtards, mais comme je dis, des mouvements qui semblaient impensables, comme le mouvement des transgenres ou le mouvement des intersexes, sont des mouvements qui se sont affirmés alors qu'il y a 20 ans, il semblait quasiment impensable, sauf à quelques personnes. Mais vous savez que le mouvement des transgenres est précisément celui qui est pris comme cible par tous ceux qui se réclament de la notion de commun, en disant aujourd'hui tout le monde veut s'inventer soi-même. On voit bien la dictature du marché que produit le néolibéralisme. On voit bien qu'aujourd'hui tout le monde veut pouvoir changer de du commun depuis la gauche qui est beaucoup plus fine que ça. Je cite la phrase, tout le monde veut changer de partenaire à sa guise. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas changer de partenaire si on en a envie, si on en est là de regretter les formes traditionnelles du mariage. Et je ne vois pas pourquoi on pourrait dire à des gens qui veulent changer de sexe pourquoi leurs revendications pourquoi ils ne devraient pas le faire et pourquoi leurs revendications seraient condamnables d'un point de vue la haine de l'extension individuelle des droits, on la voit chez Marcel Gauchet, on ne la voit pas forcément du tout dans une gauche qui veut faire mouvement en commun. Mais moi, je voulais passer à autre chose. Je voulais passer au concret de l'émancipation et de la lutte contre les phénomènes de domination. Est-ce que pour vous, ça se situe d'abord donc dans une bataille des idées, des concepts, puisque vous avez écrit un livre dessus sur la révolution conservatrice, donc comment est-ce qu'on la contre, voilà, et est-ce que, parce qu'après Bourdieu et après le retour à Reims, vous vous souciez notamment de la question de savoir pourquoi est-ce que finalement beaucoup de dominés contribuent à leur domination. Du coup, voilà, moi, sur ces deux cas, j'ai envie de vous dire que voilà, comment concrètement on contre une révolution conservatrice qui a déferlé sur la France dans les années 80-90 et comment est-ce qu'on peut envisager que les dominés ne participent pas à leur propre domination, qu'elle soit sexuelle, raciale ou sociale. C'est deux questions un peu distinctes parce que la participation des dominés à leur domination
c'est ce qui se passe dans la vie quotidienne. Ça ne s'appréhende pas nécessairement à travers des concepts. Chacun de nous, quand je mets un pantalon, une chemise, je participe à l'ordre du genre, à l'ordre sexuel. Et si une amie met une jupe, etc., elle participe à l'ordre du genre tel qu'il est institué. Je prends ces exemples, mais pour l'aspect vestimentaire. Mais vous pouvez imaginer que dans chacun de nos gestes quotidiens, nous participons. Le pouvoir, c'est nous, d'une certaine manière. Foucault dit le pouvoir vient d'en bas. Et, c'est une idée importante parce que ça veut dire que le pouvoir, c'est nous qui le faisons exister par, pour prendre un concept bourdieuien, par nos habitus. Nous sommes fabriqués par le monde social et nous perpétuons ce monde social parce que nous sommes conformes à la manière dont nous avons été fabriqués. Nous intériorisons des normes, des comportements, des modes de pensée. Alors, analyser ça implique d'analyser la multiplicité des formes de domination et d'assujettissement. Nous sommes des sujets assujettis par ce que j'ai appelé des verdicts. Une bâtarde, pour reprendre le mot de Violette Leduc, c'est pas qu'un jour elle entend l'insulte. Comme vous savez, j'ai beaucoup insisté sur l'analyse de l'insulte comme le moment où vous êtes constitué de manière performative par le monde social qui vous dit ce que vous êtes. Sale pédé, sale gouine, sale bâtarde, etc. Le monde social vous constitue. Vous apprenez par l'insulte ce que vous êtes pour le monde social. Mais évidemment, ce sont des catégories qui ont précédé le moment de la profération injurieuse. Quand vous arrivez au monde, un verdict est rendu. Bâtard, gay ou femme ou noir, etc. Le verdict est rendu d'infériorisation sociale. Et ce verdict, il précède votre naissance. Donc il faut analyser l'histoire, la structure historique et la structure sociale qui soutient à l'existence ce verdict et la force constitutive du verdict qui s'exprime à travers l'insulte, mais l'insulte ne vous fait que découvrir ce que le monde social a fait de vous. Donc, c'est très difficile de se défaire de ce que le monde social fait de vous. Moi, comme je le raconte dans Retour à Reims, j'ai eu pendant très longtemps une sorte de honte, comme tout jeune gay ou toute jeune lesbienne, j'ai eu honte d'être gay parce que dès que quelqu'un le savait, cela déclenchait l'insulte au mieux, ou l'agression physique. Il a donc fallu un mouvement qui permette de sortir de cette honte provisoirement, parce qu'on est toujours ramené à la honte à des moments donnés. Donc la domination et la participation des dominés à la complicité, on peut dire, des dominés à leur domination, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la vie quotidienne, et c'est très difficile de s'en défaire dans... Alors, quelles sont les voies par lesquelles on pourrait commencer à sortir de cet assujettissement à ces verdicts sociaux? Alors, il y a des mouvements politiques et des pensées que produisent ces mouvements, les militants, les associations et les intellectuels, les chercheurs qui travaillent sur ces questions et qui produisent des choses. Mais alors, évidemment, je crois que les concepts et la pensée ont des forces très importantes. Le social, le monde social, est produit performativement par des théories. Si vous dites il y a des classes sociales, comme l'a dit Marx au milieu du XIXe siècle, il dit il y a des classes sociales antagonistes, le prolétariat contre la bourgeoisie, ça fait exister des classes sociales dans le monde réel. C'est la perception qui fait exister. Si cette idée théorique disparaît, si le concept de classe disparaît, eh bien il n'y a plus de classe. Et donc, raison pour laquelle peut apparaître comme manière de se défendre et de se mobiliser, la notion de peuple. Mais Marx constituait la notion de classe précisément contre la notion de peuple, puisque c'était créer une division au sein du peuple et créer aussi une idée internationale. Ce n'était pas des nations, mais un mouvement ouvrier transnational, prolétaire de tous les pays. Unissez-vous, ce qui est une très très belle idée. Moi, j'aurais tendance à dire... Là, il faut dire quoi? Minoritaire de tous les pays, unissez-vous? Mobiliser, comment dire, participants de tous les mouvements politiques de tous les pays, unissez-vous. Et je comprends bien pourquoi il y a ce repli nationaliste dans la pensée de gauche. La BCE, la Banque Centrale Européenne, imposant ses conditions à la Grèce. On se dit, il n'y a plus de souveraineté nationale, il faut la récupérer contre les dictats de la finance internationale. Ok, je suis pour ça, simplement, le repli sur la souveraineté nationale me semble être le contraire de ce qu'il faut faire, et l'idée d'un mouvement internationaliste me semblerait beaucoup plus pertinent. Donc, oui, mais reprendre peut-être à un niveau national de la souveraineté, ça c'est quelque chose que vous pourriez envisager?
C'est pas forcément du repli national Non, que de mais- dire on a perdu la souveraineté, une Non. grande partie de la souveraineté dans les politiques Non, européennes. bien sûr. Et donc, Bien il sûr. s'agit bien de se réapproprier Bien sûr. des formes de souveraineté Bien qui ne sûr, sont pas forcément à du condition de ne souverainisme. pas en faire un discours absolu, en faire un concept absolu. Si c'est un concept partiel, provisoire, stratégique, Il y a des gens qui parlent de détour national. oui, on peut dire ça, oui. C'est amusant parce que Retour à Reims vient de sortir en Allemagne sous le titre Rückkehr nach Reims, qui est la traduction littérale du titre. Et comme il est sorti au moment des élections en Autriche, évidemment, ça fait un grand débat autour de ce livre. Qu'est-ce qui pousse quelles sont les politiques qui ont poussé les classes populaires, parce qu'il faut bien dire qu'en Autriche, c'est les villes et les classes moyennes qui ont voté pour le candidat écologiste et les classes populaires qui ont voté pour le candidat d'extrême droite. Alors, c'est un problème pour nous tous, si on veut parler du peuple. Parce que quand on dit le peuple, moi je veux bien, je vais à Nuit debout, on parle le peuple, nous sommes le peuple, il faut construire le peuple, mais pendant ce temps-là, le peuple, une autre partie du peuple, et beaucoup plus les précaires, les ouvriers précaires au chômage dans le nord de la France, votent 60-70% pour le Front National. Dans la région où j'enseigne, à Amiens, les scores du Front National dans les petites communes, plus au nord, dans l'ancien berceau du mouvement ouvrier français, le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, les scores du Front National sont spectaculaires et exponentiels. Par conséquent, si on dit le peuple et que le peuple, c'est comme ça, vous imaginez bien, je suis du côté des classes moyennes qui votent pour le candidat écologiste. Alors comment est-ce qu'on ramène les classes populaires à gauche? Eh bien, il faut construire un discours de gauche. Il faut construire une théorie de gauche. Or, évidemment, comme je l'avais montré dans mon livre sur la révolution conservatrice, dont le sous-titre est de ses effets sur la gauche française, comment des cénacles intellectuels, tout un travail a été fait pour démolir la pensée de gauche, pour défaire l'idée de collectif social, de mobilisation sociale, de mouvements sociaux, et pour le résultat, voilà, c'est Emmanuel Macron qui n'est que le pur produit, c'est l'aboutissement presque logique, évident de 20 ans d'histoire intellectuelle, et l'autre aboutissement logique, l'autre partie de l'aboutissement logique, c'est le Front National à 30-40%. Donc il faut reformuler un discours de gauche. Mais pour moi, voilà, bon, ça, on ne sera pas d'accord là-dessus, même si on va être obligé de conclure cet entretien, le discours sur le commun et le bien commun peut être une partie de cette reconstruction, ça ne veut pas dire que c'est le tout. Le bien commun, si on dit l'éducation c'est le bien commun, il faut récupérer le bien commun de l'éducation, je veux bien qu'on dise ça, je suis pour qu'on dise ça, que l'éducation devienne un bien commun. Mais c'est une grosse erreur d'analyse. L'éducation n'a jamais été un bien commun. Bourdieu, il y a 40 ans, a écrit Les héritiers. L'éducation, le système scolaire, le système d'enseignement supérieur, c'est un moyen précisément de défaire le commun et de reproduire les hiérarchies, la division de la société en classes avec les privilèges des uns et la destitution des autres. Donc ça n'est pas un bien commun, il faut penser cette question-là. Les inégalités ne sont pas seulement économiques, elles débouchent sur un système scolaire qui comment dire, est le vecteur de la reproduction de ces inégalités, qui est un mot dont je trouve qu'on devrait se méfier. Il faut dire le mot comme il est, les classes sociales. La collection où est publié Principe d'une pensée critique, c'est à venir chez Fayard. Le débat, je pense, les débats seront encore à venir. Merci Didier Ribon d'avoir fait un détour par nos studios du Passage Brulon. Merci beaucoup à vous de m'avoir invité.